Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette session sur les données sensibles, à la fois en termes de collecte et de diffusion, quels sont les enjeux, les questionnements, les pratiques en la matière. Alors, premièrement, pourquoi vous proposez une session sur les données sensibles à laquelle vous êtes très nombreux à assister, je vous remercie. Premièrement, à tous ces seigneurs, tout honneur. C'est une suggestion du comité scientifique des JMS. Et quand on y a réfléchi, on s'est dit que le comité scientifique, une fois de plus, avait eu raison. Pourquoi ? Parce que les données sensibles, de par leur nature et leur essence de données sensibles, demandent une attention particulière et demandent finalement ou posent des questions, des défis méthodologiques pour s'adapter à leur caractère sensible, à la fois en termes de collecte d'informations, au stade de la collecte, au stade du traitement ou de la protection des données, et aussi au stade de l'analyse et la diffusion. Donc, ça avait bien sa place dans les JMS de réfléchir aux données sensibles. Il y a des questions de méthodologie et aussi, il faut avoir en tête que ce n'est pas parce que techniquement, on arrive à faire des choses en termes de collecte, traitement, diffusion de données, qu'il faut qu'on les fasse. Donc il faut aussi se poser des questions déontologiques sur jusqu'où on va en la matière. Ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse, c'est ça vaut vraiment le coup de partager des points de vue, de partager des expériences sur les données sensibles, parce que c'est une notion qui est multidimensionnelle. C'est une notion qui est à géométrie variable, qui va dépendre du contexte national, du contexte historique ou culturel, qui peut dépendre de l'actualité. Et ça mérite d'être précisé pour bien savoir de quoi on parle, faciliter les échanges entre les différents acteurs, les différentes parties prenantes, et puis surtout construire ensemble les solutions, les protocoles adaptés aux enjeux que posent ces données sensibles. Comme elles sont protéiformes, il n'y a jamais de solution toute faite. Et puis, vraiment, ça nous permet de progresser à travers les partages de points de vue et d'expériences. Alors, justement, pour partager les points de vue, le panel d'intervenants de cet après-midi, donc votre serviteur pour planter le décor et donner quelques éléments très synthétiques sur des éléments de prise en compte de cette notion de données sensibles par l'INSEE. Un point de vue international qui nous viendra du Canada, porté par Éric Rancourt, qui est statisticien en chef adjoint à StatCan. Et puis, au niveau national, sur la partie plutôt amont, préparation des protocoles de collecte, Alban Gourdol nous fera part de l'expérience de l'INED, et sur la partie aval, au niveau de la diffusion des données, une communication à deux voix par Samuel Givois du SSM de la sécurité intérieure et Kevin Milin de l'INSEE, ancien du SSM sécurité intérieure. Et puis évidemment, comme on est très nombreux, on pourra aussi partager les points de vue entre participants à cette table ronde sur place et à distance. Alors, je disais que les données sensibles, c'était quelque chose d'assez multidimensionnel, protéiforme, etc. Bon, il y a différentes façons de définir ou de caractériser des données sensibles. Première façon, c'est de réfléchir en termes de protection de la vie privée, de protection des données. Bon, c'est les approches du règlement général pour la protection des données, de la loi informatique et liberté, qui vont définir un certain nombre de données sur lesquelles il faut faire particulièrement attention en fonction des thèmes sur lesquels portent ces données. On verra le détail dans la diapo d'après. Bon, au-delà de cette liste, qui est une liste fermée, des responsables de traitement peuvent tout à fait considérer, après avoir pris différents points de vue, après avoir concerté, que d'autres données peuvent être considérées comme sensibles et méritent une attention particulière. Mais il y a une autre façon de réfléchir à la question, c'est de se dire une donnée sensible, c'est
une donnée qui va toucher à l'intime, qui va toucher à des choses qui sont difficiles à évoquer, elle est sensible parce que ça fait mal d'en parler, quoi. Pour dire les choses très, très simplement. Et donc, ça veut dire qu'au niveau des protocoles de collecte de l'information, au niveau de la réflexion sur les questions que l'on va poser, les domaines que l'on va aborder, on a une attention particulière liée à cet angle d'analyse. Et puis, on a des données, des sujets sensibles, des données sensibles, parce qu'elles portent sur des sujets sensibles qui se prêtent à polémique. Là, ça peut dépendre du contexte du moment, et ça peut rendre les choses plus compliquées en collecte, mais aussi au stade de la diffusion. Et là, il faut être très, très attentif au risque de mauvaise interprétation ou éventuellement de stigmatisation de tel ou tel groupe. Voilà. Et les intervenants de cette session vont illustrer ces différents angles possibles. Alors, ce que dit le règlement général pour la protection des données, bon, d'abord, un point important, les données sensibles, comme l'ensemble des données à caractère personnel, doivent être traitées selon un certain nombre de principes, selon un certain nombre de règles, un principe de loyauté et de transparence. Effectivement, il faut être clair sur l'information que l'on cherche à recueillir et sur la façon dont on va l'utiliser. Elles doivent être collectées pour des finalités qui sont déterminées, qui sont explicites et qui sont légitimes, avec la possibilité pour des exploitations à des fins statistiques ou à des fins de recherche de réutiliser des données qui avaient été collectées pour une finalité première différente. Ça fait partie des exceptions reconnues pour les traitements de statistiques et de recherche. Et puis, elles doivent être adéquates, pertinentes et limitées. Ça, c'est le fameux principe de minimisation. Ne pas demander trop d'informations par rapport à ce dont on a vraiment besoin au regard de la finalité. Et puis, le RGPD fait un zoom sur certains types de données, des données qui portent sur des catégories particulières en fonction de certaines thématiques, l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques ou syndicales, les convictions religieuses ou philosophiques, la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle, et puis les traitements de données génétiques, biométriques ou de données de santé. Alors le RGPD dit que, de manière générale, les traitements qui portent sur ces données sont interdits, mais il y a un certain nombre d'exceptions dont font partie les traitements statistiques et les traitements à finalité de recherche scientifique ou historique. On a un article 10 qui est relatif à des traitements qui portent sur les condamnations pénales ou infractions et qui induit une limitation en termes de responsabilité du traitement. Ça doit être fait sous le contrôle de l'autorité publique. Donc, contrairement à une idée qu'on entend parfois à droite à gauche, le RGPD n'interdit pas la collecte et le traitement de données sensibles, mais ça doit être fait avec un encadrement très, très strict, un respect des principes et possiblement, voire assez souvent, une étude d'impact sur la protection des données. Autre illustration du caractère à géométrie variable et protéiforme de cette notion de données sensibles, c'est le passage de la donnée sensible à ce qu'on appelle un jeu de données sensibles. C'est-à-dire qu'un jeu de données, c'est le rassemblement sur plusieurs entités de notre champ d'observation, soit de manière exhaustive, soit sur échantillon, de l'ensemble de ces observations et des variables d'intérêt. Donc c'est beaucoup plus riche, ça apporte beaucoup plus d'informations qu'une donnée prise isolément. Et il faut se pencher sur la sensibilité, non pas de la donnée, mais du jeu de données dans son ensemble. Et là, ça va dépendre du contenu en termes de variables, en termes d'identifiants, des possibilités de réidentification. Évidemment,
si un jeu de données comporte des données qu'on considère comme sensibles, sa sensibilité va être plus forte. Pour complexifier le problème, on peut aussi avoir en tête que le rapprochement de deux données a priori non sensibles peut apporter une information sensible et peut rendre le jeu de données sensible. Exemple, la taille et le poids pris séparément, c'est assez anodin. Quand on les met ensemble, on peut en déduire des informations sur l'état de santé des personnes. Et ça fait partie des choses auxquelles il faut qu'on soit attentif. Ça induit aussi une attention particulière quand on va faire des appariements de données, ne pas rendre un jeu de données plus sensible. Merci Alban. Inversement, on peut aussi considérer qu'on va désensibiliser un jeu de données en réduisant les risques de réidentification. Donc, pseudonymiser les jeux de données, c'est supprimer les identifiants directs et progressivement les anonymiser, rendre impossible les possibilités de réidentification. Côté INSEE, on a différentes approches de ces questions de données sensibles à différents stades du process. Évidemment, on fait très attention au principe de nécessité, minimisation, proportionnalité quand on conçoit nos opérations, d'autant plus qu'on est amené à travailler sur des données sensibles ou des sujets sensibles. On apporte une attention particulière à la concertation en amont de la collecte de données. L'exemple de l'enquête trajectoire et origine est assez parlant, ou la construction de dispositifs qui sont potentiellement sensibles de par leur exhaustivité. Et là, c'est la concertation qu'on a menée sur le répertoire statistique des individus et des logements. Une concertation qui se fait sous l'égide, évidemment, du Conseil national de l'information statistique, et on essaye d'associer le maximum d'utilisateurs ou de parties prenantes. Côté INSEE, on a aussi travaillé sur une grille d'aide à la caractérisation de la sensibilité des jeux de données qui permet aux responsables de ces jeux de données de prendre des décisions en matière d'ouverture des données, d'accès aux données, comment je gère les droits d'accès aux données, comment je gère les transmissions de ces données, ou en matière de protection informatique. Plus un jeu de données est sensible, plus il faut qu'il soit protégé, en plus d'avoir géré finement les droits d'accès. Et puis, côté INSEE, on est également très attentif au stade de la diffusion des résultats pour faire attention au risque de mauvaise interprétation, de détournement des messages initiaux. Et si mes usages patents, on n'hésite pas à rectifier. Voilà, très rapidement sur la grille d'aide à la caractérisation de la sensibilité. On l'a imaginé avec deux points d'application. Le premier sur la qualité et la sécurisation des processus. Donc vraiment être attentif à l'intégrité des données, là plutôt au stade de la collecte de l'information. Et l'autre angle, c'est l'angle de la protection des données individuelles. Donc là, vraiment un axe confidentialité. Et en fonction de la présence ou non d'identifiants directs dans les jeux de données, du risque de réidentification, de la présence ou non de données sensibles, on a une grille de décision qui aboutit à 5 niveaux d'ouverture de données qui sont liés à leur sensibilité. Le niveau le plus élevé, c'est vraiment des données qui sont non cessibles à l'extérieur de l'INSEE et vraiment restreintes aux acteurs de la collecte et du traitement de ces données. On est vraiment encore au stade de la production. Et puis, progressivement, on peut ouvrir à l'extérieur, à des partenaires ou à des chercheurs ou à des chargés d'études. Donc là, c'est en fonction de la sensibilité des données, en fonction du projet de traitement, en fonction, et quand c'est moins sensible, plutôt sur un critère purement institutionnel, de l'appartenance à un milieu professionnel donné. Et puis le niveau le plus
le plus ouvert, hein, on n'a plus de sensibilité particulière, on a géré les questions de secret, les questions de réidentification, et là, on peut être en accès public ou en open data. Voilà, donc du côté INSEE, différents petits flashs hein, sur des expériences que l'on a menées en la matière. Et j'en ai terminé pour le plantage de décors dans les délais, je pense. Et je peux passer la parole à Éric Rancourt, donc de Statistique Canada. Éric, j'espère que ça fonctionne. Bonjour. Bonjour. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Il me fait grand plaisir d'avoir l'occasion de vous parler, de partager l'expérience canadienne sur la sensibilité des données. Ce n'est pas un sujet qui est si nouveau. Si on considère, par exemple, je faisais une lecture il n'y a pas si longtemps des actes du Congrès mondial de la statistique de 1860, où un des sujets discutés était la mesure de la santé mentale dans le recensement, et la préoccupation des intervenants à la conférence était la capacité de compréhension, de mesure et de classification des degrés de santé mentale dans les recensements des années 60, dans les années 1800. Et ils ont conclu qu'il était préférable de ne pas poser ces questions-là parce que la formation requise pour les intervieweurs et les difficultés et l'impact sur les répondants, l'impact potentiel sur les répondants, serait trop complexe. Alors déjà, il y a bien plus de 100 ans, la question de sensibilité des données existait déjà. J'entends un peu d'écho. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Allô? On t'entend, Éric. OK. Et ça va? Il n'y a pas d'écho? Dans la salle, il n'y a pas d'écho. Est-ce que tu partages ton écran sur Zoom Oui, ou je pas vais encore? la partager. Ça va? D'accord. OK. Donc, si tout est correct, je poursuis. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Impeccable. OK. Super. Alors, donc, je disais que c'est un sujet qui existe depuis déjà bien longtemps, mais c'est beaucoup plus à l'avant-plan depuis environ une décennie, parce que jusqu'à ce moment-là, je fais un petit préambule et je vais entrer dans les acétates bientôt. Jusqu'à il y a environ une dizaine d'années, les instituts nationaux de statistique, les INS, on avait tendance à se préoccuper surtout du fardeau de réponse et de la protection de la confidentialité. Donc, quel est le fardeau qu'on impose à l'entrée? Et une fois que nous avons les données, comment protéger la confidentialité? Et c'était des aspects importants et qui continuent d'être importants, mais il y a des subtilités qui existaient et qu'aujourd'hui, dont on doit tenir compte de façon beaucoup plus explicite. Alors, ma présentation sera comme suit. Je vais parler un peu des données sensibles et du contexte, mais Olivier a fait une superbe job, un bon travail à caser le tout. Alors, je ne passerai pas trop de temps là-dessus. Je vais me concentrer sur les approches et ce qu'on pourrait oser appeler des solutions canadiennes. Donc, comment on aborde ces enjeux-là. Je vais parler brièvement d'un outil de classification de la confidentialité qui correspond à la grille de caractérisation de la sensibilité dont Olivier vient de parler. Je vais parler du cadre de nécessité et proportionnalité qui occupe un espace prépondérant dans nos approches au Canada. Un peu de l'analyse de sensibilité préliminaire qu'on fait avant même de parler du cadre de nécessité et proportionnalité. Je vais parler d'éthique des données, l'éthique des données qui recouvre plusieurs choses comme protection de la vie privée, sécurité, confiance, qualité, équité et de transparence. Et je vais conclure à ce moment-là. Donc, la sensibilité des données, pour ne pas reprendre tout ce que Olivier a dit, c'est en lien avec plusieurs dimensions
Donc, on parle ici du domaine en question, le sujet. Est-ce qu'on parle de santé? Est-ce qu'on parle des enfants? Quel est le sujet en question? Il y a des sujets pour lesquels, même si on a plein droit de faire la collecte, il y a des enjeux qui peuvent amener de la polémique, qui peuvent rendre les gens mal à l'aise. Éric, Oui, excuse-moi de t'interrompre, mais on ne voit pas défiler tes acétates. est-ce que vous êtes dans la sensibilité des données? Non, on est toujours sur la page d'accueil. Oh, OK. Je vais voir. Je vais reculer un peu. Est-ce Là, que... on est sur la sensibilité, c'est bon. OK, ben je vais sortir du mode plein écran. Est-ce que ça va comme c'est présentement? Là, on est sur la sensibilité, oui. OK, donc je continue comme ça. Il y a évidemment la loi. On doit suivre les lois. Il y a des lois de protection de la vie privée. Il y a des lois concernant la statistique. Euh, la loi sur la statistique canadienne nous permet de recueillir toutes les informations de tout sujet qui se trouve en sol canadien, que ce soit privé, public. Nous avons le droit. Je vais y revenir dans quelques minutes. Bon, il y a la protection de la vie privée, la confidentialité qui sont reliées à la sensibilité. Et il y a tout l'aspect de l'éthique, de l'acceptabilité sociale, euh, qu'on pensait la même chose que la loi jusqu'il y a environ une dizaine d'années. Nous nous sentions, nous, Statistique Canada, nous, les INS, pas tout le monde, mais de façon générale, nous nous sentions en plein droit de faire ce qui est dans la loi, mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a un écart ou un espace entre la loi et l'acceptabilité sociale. Il n'y a pas vraiment de définition encore internationalement acceptée et très claire sur ce qu'est la sensibilité des données, mais beaucoup de travaux sont en cours là-dessus et des séances comme les JMS aujourd'hui vont nous amener plus près d'une meilleure compréhension et d'une meilleure définition. Euh, et on peut considérer la sensibilité comme une espèce de croisement entre le risque et l'impact que pourraient avoir les données s'il y avait un bris de confidentialité ou s'il y avait un bris de protection de la vie privée. Alors, le contexte, j'en ai parlé un peu maintenant et Olivier en a parlé. Je vais juste peut-être mentionner que les choses ont changé dans les dernières 10-15 ans, principalement à cause de la révolution des données qui a augmenté significativement la conscience collective et la compréhension des gens sur ce qu'est le numérique, les données. Jusqu'à il y a environ 15 ans, le numérique, la science des données, la statistique était très marginal dans la société, mais ce n'est plus le cas. Alors, le goût et l'intérêt pour la protection des données a augmenté. Mais par contre, avec la pandémie, c'était un catalyseur dans l'autre sens où la conscience collective a été élevée dans le sens qu'il faut utiliser les données parce qu'elles doivent servir à sauver des vies. Et donc, il y a eu ces événements-là combinés avec, dans les 5-10 dernières années, on voit maintenant, malheureusement, régulièrement des entreprises où il y a des brèches de toute cause. Je n'élaborerai pas là-dessus, mais ça a maintenant agi comme un frein au partage d'informations et à la collecte d'informations. Euh, donc, parlons d'exemples de données sensibles. En fait, des exemples canadiens où notre réflexion ou la réaction du public, notre réflexion sur la nécessité, sur l'équité, sur le fait de ne pas nuire, ont mené à euh, euh, une réflexion approfondie et souvent à un changement de cap ou même à laisser tomber. Donc, l'enquête sur les tests sanguins de la COVID, pendant la COVID, c'était fait dans plusieurs pays, dont le Canada. Et ça a mené à beaucoup de questions éthiques sur
entrer dans la vie privée des gens, recueillir de l'information, des échantillons de sang. Ça c'était nouveau, beaucoup différent de faire des enquêtes. Et la transparence et l'imputabilité étaient prépondérants dans ce cas-là. Nous avons eu un cas, par exemple, au Canada, où Santé Canada a utilisé les signaux émis par les téléphones cellulaires auprès des antennes, tout ça, pour faire des suivis de la COVID, pour des raisons de protection de la santé publique. Et à la suite de la pandémie, il y a eu des enquêtes publiques là-dessus. Et les gens ne se sont pas plaints du fait que ça a été fait. Les gens se sont plaints du fait que ça avait été mal informé et la transparence était manquante. Donc, on n'a pas tapé sur les doigts des gens pour avoir, des acteurs pour avoir agi de bonne façon en utilisant, partageant les données, mais pour ne pas avoir été transparent. Et la transparence dans le milieu public, c'est le modèle, même au-delà euh, du fait de donner son accord à l'utilisation. On a voulu étudier les impacts économiques des gagnants de la loterie dans la création de petites et moyennes entreprises, et ceci demandait des appariements entre des gagnants et les autres personnes. Et quand on regarde au fait de ne pas nuire, protection de la vie privée, ce que ça pouvait amener comme bénéfice, ce projet-là a été rejeté sur la base de la sensibilité des données et de la protection de la vie privée. Nous avons une enquête sur les enfants et il y avait une composante sur la maltraitance des enfants. Et quand on a commencé à regarder les protocoles de collecte et la façon de faire, il aurait été très difficile pour un mineur en présence de son parent lorsque l'enquête a lieu, de vraiment, honnêtement et librement fournir les informations sans crainte de représailles. Alors, une composante complète du questionnaire a été laissée tomber et d'autres parties ont été modifiées suite à des réflexions sur la sensibilité des données. Un grand projet qui a suscité beaucoup de controverses au Canada était l'utilisation potentielle de microdonnées bancaires, les transactions bancaires de vous et moi dans les comptes de banque, les transactions de carte de crédit. Et le projet n'était même pas commencé, c'était au stade de discussion sur la possibilité. Et comme j'ai mentionné, la loi sur la statistique permet pleinement de recueillir toute forme de données, mais l'acceptabilité sociale et le fait que c'est devenu public, c'est monté jusqu'au Parlement, c'était en discussion. Nous avons dû retirer le projet avant même sa mise en œuvre parce que l'aspect de nécessité, proportionnalité et transparence n'avait pas assez bien été établi avant de commencer. Peut-être un dernier point, le moissonnage des réseaux sociaux. Nous utilisons le moissonnage, le web scraping en anglais. Le moissonnage est utilisé pour recueillir des informations pour le programme des prix, pour d'autres programmes, mais nous ne le faisons pas pour les réseaux sociaux. Et il y a cette possibilité-là d'informations qu'on pourrait recueillir. Et présentement, l'acceptabilité sociale et le niveau de sensibilité de ce type de données ne nous permet pas d'aller de l'avant sans potentiellement nuire aux personnes ou en tout cas brimer la confiance. Alors, si on regarde le cycle des données, historiquement, c'était surtout dans la partie où on se procure les informations et où on les partage. J'ai parlé de fardeau et de protection de la confidentialité. Je présente ce modèle-là rapidement parce que je vais parler de procurer et partager. On aime parler de procurer, protéger, préparer, partager. En anglais, c'est le modèle qu'on appelle Gather, Guard, Grow, Give, qui nous permet de simplifier et de fonctionner facilement dans le cycle de vie des données. Donc, si on parle de partager, je commence par la fin. C'est les agences statistiques, nous fournissons de l'information. Nous avons ce que nous appelons un score OCC, l'outil de classification de la confidentialité, qui correspond à la grille de caractérisation de la sensibilité. Chez nous, c'est une échelle de 0 à 9, basée sur le risque de divulgation et sur la sensibilité des données. C'est un questionnaire que les gestionnaires de programme doivent remplir.
et ça amène à un score de 0 à 9, donc une échelle de 10 points. Et plus le niveau est élevé, comme 9 par exemple, plus l'accès est restreint seulement à Statistique Canada. Et quand le niveau est plus bas, 0 à 5 par exemple, ça peut être partagé et il y a différents niveaux d'accès aux données selon ce score. Euh, Ceci m'amène à parler du cadre de nécessité-proportionnalité que nous avons élaboré dans les 7-8 dernières années et qui est basé d'abord sur l'approche scientifique où on formule une hypothèse, on fait des observations, des tests, on tire des conclusions et peut-être on revise ou on conclut. Donc, c'est la nécessité, les hypothèses, proportionnalité, conclusion. C'est basé sur la science, mais c'est aussi basé sur les aspects légaux de protection de la vie privée où le bien public, les bénéfices doivent être solidement décrits avant de pouvoir aller de l'avant. Et suite à ça, il y a des hypothèses qui sont faites sur le type de données qu'on pourrait recueillir, des tailles d'échantillons, des choses comme ça. Et ça nous amène à déterminer dans quelle ampleur, avec quel degré d'effort allons-nous essayer d'atteindre la fourniture d'informations selon la nécessité, et c'est la proportionnalité, où la première étape est d'évaluer la sensibilité des données. Et ça va nous amener à la flexibilité des hypothèses. Est-ce qu'on va y aller avec un grand échantillon, petit, un test? Il y a une évaluation éthique qui est faite à cette étape-là. Donc, sensibilité, éthique. Est-ce que les hypothèses peuvent être modifiées? Et ensuite, on se pose la question, est-ce qu'on va de l'avant avec un programme? Va-t-il y avoir une enquête pilote, un petit test de quelques unités? Donc, on fait le test ou l'implantation, on tire les conclusions et c'est une boucle. Et tout ceci se fait en toute transparence, documentation à chacune des étapes. Donc, vous voyez qu'il y a un par-dessus l'autre l'aspect légal, l'aspect scientifique, euh, bien épicé par le côté éthique et de sensibilité. Comme j'ai mentionné, c'est basé sur l'approche scientifique. Euh, Si on regarde en amont, au moment de se procurer l'information ou de viser une nouvelle étude qui peut consister en l'appariement de fichiers déjà existants qu'on a recueillis pour d'autres raisons, il y a une étape que nous avons mis en place qui est la vérification de la sensibilité par la gestion supérieure. Donc, tout projet doit produire une synthèse, expliquer quelle est la nécessité, quels sont les bénéfices pour les Canadiens, quels sont les niveaux de détail d'information et de fréquence à laquelle l'information va être recueillie, quelle est la qualité. C'est très sommaire, on ne parle pas ici d'un document de 50 pages, on parle de 1 ou 2 pages. Est-ce qu'il va y avoir des appariements de données? Quels sont les plans de diffusion? Et ceci doit être signé et approuvé jusqu'au presque au plus haut niveau à Statistique Canada, c'est-à-dire les statisticiens en chef adjoints doivent donner leur signature pour cette vérification-là de sensibilité. Et ensuite, on entre dans l'éthique et le reste de la proportionnalité. Un élément dans le cadre de nécessité et proportionnalité, au-delà de la vérification de la sensibilité, c'est l'éthique. Tout nouveau projet doit être doit faire l'objet d'une étude de l'éthique des données. Nous avons un secrétariat, un comité interne, un comité externe. La plupart des projets ne vont pas plus loin que le secrétariat. Si le sujet est un peu plus sensible ou complexe, ça peut aller à une réunion du comité interne. Et dans les cas où on est vraiment à la limite des précédents et des choses qui ont été bien établies dans le passé, là, on va au comité d'éthique externe. Donc, l'éthique à StatCan a plusieurs aspects. Je fais référence à un modèle de Markovitch et Rancourt, un article de 2022. L'image est petite, mais ce n'est pas important. Il y a 5 parties qui consistent à établir la culture d'éthique dans l'organisation, mettre en place des processus intégrés, s'assurer qu'il y ait une solide gouvernance avec un dirigeant et les comités et secrétariats. La transparence est très importante. À Statistique Canada, nous avons un site, une page sur le site Internet qui s'appelle Centre de confiance,
où on affiche les plans de ce que nous allons faire, toute collecte, tout appariement. Et finalement, il y a les normes, donc c'est le contexte qu'on utilise pour l'éthique des données. Et quand je parle d'éthique des données, ça inclut l'éthique de l'intelligence artificielle et tout ce qui est relié à l'IA responsable. Un dernier point sur la transparence. Beaucoup de travaux ont été faits sur la transparence, en particulier par l'Académie des sciences et de médecine aux États-Unis. Il y a un document 2022 qui est sorti où on mentionne, et c'est ma traduction libre, qu'un Institut national de statistique est transparent lorsque les approches, méthodes, décisions et informations de toutes les étapes du cycle de vie qu'on a vues, préparer, protéger, procurer, préparer, protéger et partager, toutes les étapes du cycle de vie des données sont rendues disponibles aux utilisateurs, chercheurs, collaborateurs et citoyens. Bon, il y a des enjeux peut-être de secret ou on ne partagera pas les méthodes de protection de la confidentialité dans leurs moindres détails, mais de façon générale, nous sommes transparents lorsque tout ça est rendu disponible. Ça m'amène à la conclusion, je termine rapidement. La gestion des données sensibles, c'est maintenant, ça fait partie de plusieurs, sinon toutes les étapes de traitement des données. C'est nécessaire. Je pense que ce n'est plus possible de recueillir de l'information sans avoir ces réflexions. Et le fait qu'on puisse recueillir les données n'affirme pas qu'on doive. Et c'est là qu'entre en jeu la sensibilité et l'éthique. Nous avons développé quelques outils à StatCan, je vous en ai fait part. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous donner plus de détails. Et tout ça, ce n'est pas un comité ou un groupe qui le fait. Le but, c'est vraiment que ce soit une culture et que le comité ou le secrétariat à l'éthique et la sensibilité deviennent en fait inutiles. C'est le souci de la sensibilité, l'éthique des données fait maintenant partie de la culture et c'est l'affaire de tous. Je vous remercie beaucoup. Merci Eric pour cet éclairage très complet sur la pratique de ces questions-là à Statistique Canada. Et je passe la parole à Alban Gourdol pour un zoom sur la préparation de la collecte. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous présenter les terrains sensibles qui sont menés dans les projets de recherche de l'INED et j'ai structuré ma présentation autour de 3 points. Tout d'abord, juste parler des spécificités en fait, de nos enquêtes, le lien entre les données sensibles et la recherche publique et puis aussi évoquer quelques points d'attention auxquels il faut prêter attention, on va dire, lors de la conception des projets. Donc, je vais dire, particularité des enquêtes de l'INED par rapport au système statistique public, c'est déjà, on a énormément de projets qui portent sur des thématiques sensibles ou jugées difficiles à mesurer scientifiquement. Par exemple, une enquête sur la fin de vie, l'enquête sur la sexualité, les inégalités, en particulier de genre. Mais la sensibilité, ce n'est pas uniquement la thématique, c'est également des enquêtes auprès de populations en situation vulnérable, difficiles à interroger ou très spécifiques. Donc, par exemple, les sans-abri, il y a eu l'enquête sans domicile en 2025, mais elle était plutôt dans les années 2010, enfin c'était 2012 je crois, elle avait été faite par l'INED. Également, par exemple, les personnes illettrées, les jeunes adultes suivis par l'aide sociale à l'enfance ou les détenus. À l'INED, on suit également des cohortes d'enfants. Donc, vous avez dû entendre parler de la cohorte ELF. C'est des enfants qui sont nés en 2011 et qu'on interroge maintenant. Ils ont 14 ans. Et on va lancer en 2028 une nouvelle cohorte d'enfants âgés de 8 ans. Donc, ces projets de recherche exigent à chaque fois des dispositifs d'enquête innovants qui se révèlent souvent pionniers et qui tiennent compte du caractère sensible, en fait, soit des thématiques ou des populations.
Donc, quand on parle de données sensibles et recherche, en fait, il y a un regard juridique et il y a aussi un regard éthique. Donc, sur le regard juridique, le RGPD interdit le recueil et l'utilisation de données sensibles, mais il existe un encadrement spécifique pour la recherche scientifique. On a différentes clauses, là je vais en citer que 2. C'est si le projet de recherche est justifié par l'intérêt public et autorisé par la Commission nationale informatique et liberté. Ou on peut également collecter de la donnée sensible si la personne concernée a donné son consentement express, donc par une démarche active, de préférence écrite. Alors la déléguée, je dis là parce que Alinette c'est une femme, mais la déléguée à la protection des données joue un rôle très important lorsqu'on veut collecter ou traiter de la donnée sensible. Notamment, elle veille à la mise en conformité des données et elle autorise en fait les projets de recherche. Donc c'est elle qui met à jour le registre des activités de traitement, qui est un document public qui permet d'avoir une vision globale de ce que le responsable de traitement fera ou a fait des données personnelles qu'il a collectées. Donc on retrouve plusieurs types d'informations, la finalité du traitement, les parties prenantes, les données personnelles concernées. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est au-delà de l'obligation légale de tenir ce registre, ce qui est important, je trouve, pour le porteur de projet de remplir ce document, c'est de se poser des bonnes questions. Déjà, est-ce que j'ai vraiment besoin de données dans le cadre de mon projet de recherche? Est-ce qu'elles n'existent pas ou est-ce que je suis vraiment obligée de les collecter? Est-il pertinent de conserver toutes les données aussi longtemps? Et les données sont-elles suffisamment protégées? Donc il existe aussi un autre document qui est l'analyse d'impact relative à la protection des données, ce qu'on appelle l'AIPD, qui est obligatoire lorsque l'utilisation des données est susceptible d'engendrer des risques élevés pour les droits et les libertés des personnes interrogées. Donc là, on est sur le regard juridique, mais les données sensibles ne sont pas uniquement définies par le RGPD. On peut aussi se placer d'un point de vue éthique lorsqu'on pense données sensibles, parce que par exemple, lors du terrain, on peut nous révéler des situations ou des activités illicites, un statut migratoire illégal, des consommations ou du trafic de drogue, des actes médicaux interdits. Et donc, lorsque sur le terrain, on nous révèle ce genre d'informations, c'est susceptible de mettre en danger les enquêtés et leur entourage, mais aussi l'organisme qui collecte la donnée. Donc, on est face à des problèmes juridiques, puisque l'organisme qui collecte peut avoir une obligation de signalement, et on a aussi un problème de respect du secret professionnel et de confidentialité. Donc l'INED dispose d'un comité d'éthique que l'on peut saisir lorsque on a un doute ou on a une question qui a trait à l'éthique, dans le sens, le comité d'éthique est saisi pour tout examen d'une question relative aux aspects éthiques de la recherche. Donc c'est juste un avis, c'est une consultation en fait, mais on n'est pas obligé de suivre l'avis de ce comité. Par exemple, en 2011, il a été saisi autour de la problématique des enquêtes sensibles et notamment quel degré d'information dois-je donner aux enquêtés, puisqu'on sait que la loi impose que les enquêtés reçoivent une information éclairée sur l'objet de l'enquête et ses questions. Donc, ce que l'avis donné par le comité d'éthique, c'est de suggérer que le nom des enquêtes soit un peu édulcoré pour ne pas mettre en avant le caractère trop sensible de la collecte. Il a été également saisi pour réfléchir sur la responsabilité des enquêtés en cas de recueil de faits susceptibles d'être délictueux. Par exemple, on a eu une enquête sur la fin de vie qui a été réalisée en métropole en 2010 et dans les DOM en 2020-2022. Et cette enquête interrogeait des médecins sur des pratiques punies par la loi. Donc, il y a un protocole d'enquête qui a été mis en place pour protéger les médecins et l'INED.
et notamment pour qu'on soit dans l'impossibilité de rattacher un questionnaire à un médecin, ce qui a permis de garantir l'anonymat du médecin, de la personne décédée et également le secret médical. Et donc, par ce protocole spécifique, toutes les parties prenantes ont été protégées et aucun fait n'a dû être dénoncé au procureur de la République. Donc là, les données sensibles, c'est des questions juridiques, des questions aussi éthiques. Mais moi, je voudrais aussi insister sur le fait que quand on dit données sensibles, il faut prêter attention à certains aspects du terrain, notamment la conception des projets. Donc, je vais illustrer différents aspects de phase amont d'une enquête à travers quatre projets de recherche que je vais vous décrire rapidement. Tout d'abord, l'enquête en vie, c'est une enquête sur la vie affective des jeunes adultes. Donc, ce projet de recherche vise à mieux comprendre les évolutions de la vie affective et sexuelle des jeunes adultes, la diversité des relations intimes, leur mode de rencontre, les expériences de célibat, la manière de faire un couple et puis aussi les expériences propres aux personnes LGBT. Il y a également un projet sur l'assistance médicale à la procréation sans frontières, AMPSF. Ce projet vise à analyser le recours à l'aide à la procréation de personnes résidant en France qui se fait en dehors du cadre médical ou légal français, donc y compris les recours à la procréation à l'étranger ou réalisés en France de façon artisanale, ça veut dire les inséminations à la maison. Deux autres projets, c'est les Chinois et les Chinoises de Paris et d'Île-de-France, donc Chypre. C'était la première enquête quantitative spécifiquement consacrée à la population née en Chine et vivant en Île-de-France. Ce projet vise à comprendre les conditions de vie de ces personnes et les difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne, notamment pour l'obtention d'un titre de séjour, leurs conditions de logement, les recherches d'emploi et le fait qu'ils soient victimes de discrimination. Le deuxième objectif de ce projet de recherche était aussi de décrire les réseaux de relations des personnes enquêtées selon leur région d'origine en Chine. Et enfin, le projet Cénovie, la mobilité thérapeutique et le cancer du sein, qui vise à étudier la place du cancer du sein et de sa prise en charge dans les parcours de femmes originaires d'Afrique. Donc vous voyez, rien que par la présentation de ces projets, vous voyez bien que derrière, on est quand même sur des thématiques de données sensibles. Quand on construit une enquête sur une thématique sensible, une attention particulière doit être portée sur deux phases amont, on va dire. La première, c'est l'étude exploratoire et la conception du questionnaire. Donc notamment s'interroger sur comment questionner les futurs enquêtés sur un sujet délicat, donc par exemple l'intime. Et donc là, le terrain en fait a été... avant de faire le terrain, on a eu une enquête qualitative préparatoire pour saisir les termes utilisés par les jeunes pour nommer leurs différentes relations. Et donc ces enquêtes exploratoires ont permis d'identifier avec quel vocabulaire les jeunes parlaient d'un couple, c'est quoi une histoire d'un soir, c'est quoi une relation suivie ou une relation envisagée. Donc on a récupéré du vocabulaire et on a aussi essayé de mesurer qu'est-ce qui pouvait paraître intrusif en fait dans la formulation de questions si on utilisait un langage un peu trop académique. Donc ces phases exploratoires ont également permis d'identifier des questions jugées indiscrètes de leur point de vue. Et en fait, on leur a demandé comment vous auriez aimé qu'on vous pose la question pour que vous répondiez vraiment à ce qu'on souhaite mesurer. Donc ça, c'est un aspect des études exploratoires, parler le même langage que les enquêtés. Dans un autre registre, ces phases exploratoires permettent aussi de définir la méthodologie la plus appropriée pour capter des enquêtés difficiles à joindre, donc tels que les personnes ayant recours à l'aide à la procréation. Et là, la réflexion a conduit à s'appuyer sur une méthodologie de recherche participative
en proposant un questionnaire en ligne diffusé via des réseaux identifiés comme étant largement utilisés par les personnes ayant recours à l'AMP à l'étranger ou en dehors du cadre médical ou légal. Ce qui est également important en amont d'une enquête, c'est de faire attention à comment on présente l'enquête aux individus afin qu'ils souhaitent répondre et notamment utiliser des concepts beaucoup plus larges que la thématique la plus sensible. Si on vient et qu'on vous dit « vous allez être interrogé sur votre sexualité », parfois on n'a pas trop envie de répondre. Sur la vie affective, c'est déjà beaucoup plus large. Ce qui est très important aussi lorsqu'on prépare un questionnaire, c'est d'instaurer un climat de confiance pour atténuer l'aspect sensible du sujet. Donc déjà, il y a une importance de l'ordre des questions. Si on va directement dans la thématique sensible, on risque de bloquer toute communication. Donc en général, ces projets de recherche commencent par une généralité pour expliquer un petit peu de quoi on va parler. On utilise aussi des éléments biographiques, ça permet à ce que les personnes se racontent, parlent d'eux-mêmes et donc commencent déjà à se livrer. Et après, on rentre dans la thématique de l'enquête à proprement parler. Il y a un gros travail aussi sur la formulation des questions lorsqu'on prépare un questionnaire pour recueillir des informations précises, mais sans brusquer ou sans heurter, donc en utilisant le bon vocabulaire et en posant des questions les moins invasibles possibles. Et puis, également pour instaurer ce climat de confiance, on essaye aussi de passer, quand la thématique de l'enquête le demande, le questionnaire en plusieurs langues afin de percevoir les différentes nuances qu'on a mieux en fait lorsque c'est notre langue maternelle plutôt que lorsque c'est notre seconde langue. Donc, ce qui est aussi important sur les données sensibles, c'est le protocole de contact et d'échantillonnage. Donc, c'est comment capter les populations difficiles à atteindre en absence de base de sondage. Donc là, c'est le cas des Chinois en Île-de-France. En fait, il n'y avait pas de base de sondage. Donc, il y a eu un échantillage innovant, le Network Sampling with Memory, qui a été utilisé. C'était la première fois en France et ça permet d'utiliser le réseau des enquêtés en leur demandant des contacts. On sélectionne les graines avec des profils démographiques, des caractéristiques socio-économiques différentes pour essayer de couvrir un large spectre et des personnes distinctes. Et notamment, ça nous a permis de capter des personnes en situation régulière ou irrégulière. Et enfin, on mène des projets aussi en partenariat avec des associations, donc c'est ce qu'on appelle la recherche participative. C'était le cas pour le projet Cenovi sur les cancers du sein, où là le recrutement des enquêtes, enfin des personnes qui allaient répondre se faisait après une consultation de suivi pour leur cancer, et ça permettait d'établir un climat de confiance puisque c'était le médecin qui proposait la passation du questionnaire ou pas, et les femmes, on le proposait si les femmes étaient en capacité émotionnelle de répondre, puisque parfois lors de ces entretiens, elles apprennent qu'il y a une rechute, et évidemment on ne va pas les interroger sur comment s'est passé leur parcours de soins. Rapidement, le rôle des enquêteurs sur les terrains sensibles, je crois que c'est encore plus important de tenir compte de leur retour d'expérience, notamment quand on fait de l'accompagnement, est-ce qu'ils reformulent ou pas les questions qu'on a posées. Ça veut bien dire que s'ils reformulent souvent, c'est que la question est mal posée et en tout cas, elle passe très mal au niveau des enquêtés. Et aussi insister lors des formations sur les concepts qu'on veut mesurer et aussi le non-jugement. Vous allez recevoir des réponses, vous n'avez pas à juger, vous prenez la donnée en tant que telle. Pour certains sujets qui peuvent être émotionnellement très compliqués pour les enquêteurs ou les enquêtrices, on a fait des débriefings et il y a également la psychologue de l'INED qui est disponible pour qu'elle puisse décharger un petit peu, notamment sur l'enquête sur le cancer du sein. Ça peut être très lourd parfois, tout ce que peuvent dire les femmes. Donc juste en conclusion, vous voyez que l'INED, j'ai pris des exemples parmi d'autres, mais l'INED aime innover et aime mener en fait des terrains sensibles, aussi bien sur la thématique que les personnes interrogées.
Ça demande des précautions, aussi bien juridiques, éthiques qu'en termes de protocole de collecte. Et on poursuit encore, enfin, c'est des innovations qui sont permanentes. Et juste pour citer le projet de Equal Trans, qui va viser à étudier la qualité de vie des personnes transgenres au cours de la trajectoire de vie. Et donc, je vais passer la parole à Samuel Givois et Kevin Milin pour qu'ils vous expliquent comment faire parler les données une fois qu'on les a collectées. Je mets un minuteur ou pas? Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, dans ce colloque où on quantifie, on va mettre en nombre le monde, est-ce qu'on peut se trouver une façon de quantifier, de dire à quel point une thématique ou une variable est sensible ou non? Heureusement pour nous, là, c'est pas ce qu'on va faire. On va simplement témoigner sur une thématique donnée, dans un contexte donné, sur des questions qu'on se pose en matière de diffusion. Les données de la délinquance au SSM de la sécurité intérieure. Si je peux commencer juste par... donc oui, on sera deux, donc c'est Samuel Givois et Kevin ensuite. C'est Good Cop, Bad Cop, on laissera choisir. Si je peux commencer juste par une expérience personnelle. Donc, quand j'ai fait mes études, moi, de statistiques, on avait des cours d'économétrie et un matériau qui revenait souvent, c'était la délinquance. Donc, c'était donné plutôt des États-Unis. Je pense qu'on comprendra peut-être vite pourquoi. Donc on essayait de faire le lien entre des mesures éducatives, des données économiques, le contexte du marché du travail, mais on ne se posait jamais la question, est-ce que ce taux de crime, ou peu importe, il avait du sens, comment on l'avait obtenu, est-ce que le fait qu'il soit plus ou moins élevé, c'était quelque chose qui avait du sens, ou le sens qu'on pensait pouvoir lui donner, et puis si on avait même fait un super modèle au moment de la diffusion, est-ce qu'il n'y aurait pas eu des discussions autour de ça? Donc c'est un peu autour du matériau lui-même qu'on va discuter ici. Donc déjà, pour donner une première coloration, le SSM de la sécurité intérieure, il est assez jeune, il a 11 ans, et il est né déjà dans un contexte pas forcément hyper stable, enfin, on va dire de discussions assez intenses. Comment on faisait avant pour avoir des données sur la thématique? Donc il y avait les forces de l'ordre elles-mêmes qui disposaient de données qu'elle diffusait pas forcément de façon très transparente, avec un outil pas si mal fait dans son esthétique, qui remonte à assez longtemps. Donc un beau tableau rectangulaire qui avait un peu un défaut, c'est qu'on avait envie de sommer toutes les lignes. Or, on verra après que c'est pas forcément pertinent. Selon les impulsions du moment n'est pas tout à fait indépendant. Il est arrivé à un moment donné qu'on incite à être managé par objectif au sein même des brigades de gendarmerie ou dans les commissariats. Et ça a donné lieu à quand même des dérives assez conséquentes sur la mesure elle-même. C'est-à-dire que, par exemple, j'en sais rien, c'est complètement fictif, mais si vous devez faire 500 stupes dans le mois et qu'au 25 du mois, vous les avez atteints, vous pouvez être incité à soit ne plus rien faire à la fin du mois ou le reporter le mois d'après. Voilà. Donc ça a donné lieu à des missions parlementaires et une mission conjointe entre plusieurs inspections générales qui ont documenté donc les dérives dont je vous parle. Et une des recommandations, c'était de créer un SSM. Bon, maintenant qu'on a un SSM, qu'est-ce qu'on fait? Le travail n'est pas accompli. Donc déjà, pour se coller un peu à la thématique, revenons aux fondamentaux, les définitions juridiques. Donc déjà, par nature, je ne reviens pas en détail puisqu'Olivier l'a présenté, mais on traite en particulier des infractions et donc elles sont décrites dans l'article 10 du RGPD. Et par ailleurs, on va traiter aussi de données qui sont dans l'article 9. En particulier, soit parce que le contexte fait qu'on a l'information, soit parce que certaines infractions sont en lien direct avec des variables de l'article 9. Ça va être la religion, l'orientation sexuelle, l'origine ethnique, voilà, qu'elle soit réelle ou supposée. Voilà. Et si on fait même une petite mise en abîme, le simple fait qu'il y ait des infractions en raison de ces caractéristiques-là permettent aussi de comprendre peut-être pourquoi elles sont inscrites. Elles sont d'autant plus sensibles pour les personnes. Voilà. Donc on a envie de protéger d'autant plus ces informations. Voilà. Et ensuite, sur les dimensions un peu moins écrites de la sensibilité, on comprend bien qu'on
on arrive sur des phénomènes où les personnes ont pu voilà, avoir subi des violences importantes, ou même, si on se met dans le mise en cause, un sentiment de culpabilité, enfin voilà, des choses sur les personnes qui sont très sensibles dans le sens commun. Voilà. Bon, et puis, au-delà du contexte de création, on a vu qu'il était un peu mouvementé, c'est la chance du SSM, c'est aussi que quasiment tous les jours, dans les grands médias, on a des articles en lien avec le sujet. Donc, et beaucoup d'a priori, de préjugés et donc de façon biaisée de poser les questions qui peuvent émerger dans notre public. Donc, juste pour rappeler, enfin, ça donnera des précisions sur la suite, on a un contexte assez classique de la stat publique avec des données à la fois administratives et venant d'enquête. Donc les administratives, bah, c'est le problème un peu classique où on ne contrôle pas l'expérience. Enfin, on a des données qui nous arrivent avec un processus, disons, d'échantillonnage qu'on n'a pas nous-mêmes contrôlé. Qui vont quand même être le matériau central sur les infractions, dont je rappelle qu'il y a une définition juridique de ce que c'est une infraction, même si un événement peut y coller de façon exacte, il faut bien qu'elle ait été qualifiée à un moment donné. Voilà. Et par ailleurs, on va compléter avec une enquête sur la victimation et le ressenti en matière de sécurité. Donc c'est des instruments qui se complètent et ce qui est important, c'est de garder un peu toujours, enfin nous on essaye toujours de garder à l'esprit et de le restituer comme tel, que ce sont des données qui disent ce qu'elles disent, alors qu'on est sur un débat public qui va être sur des notions plus vagues, moins faciles à capter, et donc ça c'est un des grands enjeux en matière de diffusion. Donc quelques éléments sur comment on recueille la donnée, mais je n'insiste pas parce que ça a été déjà bien détaillé du côté de l'INED. Mais effectivement, quand on mène une enquête, le rôle fondamental de tester le questionnaire, de faire attention à la façon de poser les questions, et le rôle très important aussi de partage, je sais pas des tâches, mais disons de partager à travers des comités plein d'éléments qui vont permettre de consolider la bonne façon de poser les questions, donc des comités scientifiques, faire intervenir des experts du sujet, le comité du label qui est très important. Voilà, et quand on arrive à la fin et qu'on diffuse nos résultats, bah, de bien restituer aussi les éléments de la collecte, en particulier si d'une année sur l'autre, des points vont être le point de l'année qui suit va être dans l'intervalle de confiance de l'année précédente, bien exposer la précision de nos résultats, quoi. Donc là, pour revenir sur le fait que les données mesurent ce qu'elles mesurent, c'est donc de bien avoir connaissance aussi de tout ce qui a fait que la donnée nous est parvenue. Donc là, en l'espèce, ce qui vient des logiciels de rédaction de procédure, bah voilà, ça documente ça ne documente pas un concept flou de délinquance. Ensuite, ce qui est important chez nous, c'est que on est sur des phénomènes très différents, donc il faut faire attention à bien agréger au bon niveau pour vraiment bien caractériser les phénomènes. Ensuite, bah, on a énormément d'informations dans les données administratives, mais elles ne sont pas issues de questionnements de recherche qu'on s'est posés auparavant. Donc il faut exploiter ça de façon la meilleure possible. Donc là, en termes de méthode, ce qu'on va avoir, nous, on va avoir de l'analyse textuelle sur plein de libellés des nomenclatures qui vont nous permettre de regarder quel agrégat de données va être stable dans le temps et semble avoir une pertinence et expliquer quelque chose. Voilà, comme exemple. Et au moment où on restitue le résultat, bah, bien rappeler que ce qu'on observe, c'est ce qui est enregistré dans les logiciels par des forces de l'ordre à un moment donné ou à un autre. Ensuite, sur les chiffres qu'on peut donner, bah, y a un peu la boîte à outils classique du statisticien sur laquelle on est bien vigilant pour faire attention à ce qu'il n'y ait pas de risque de mauvaise interprétation ou de mauvaise utilisation de la donnée. Donc la désaisonnalisation, le fait que si on a un faible nombre d'unités, on peut avoir des mouvements très erratiques. Et quand on a des éléments de contexte qui nous permettent
de corriger tout de suite des effets de taille, de les prendre en compte. Donc, moi, j'ai mis un peu des gros mots, mais l'idée, c'est un peu ce qu'on fait nous, mais c'est une approche qu'on propose, c'est on essaye de modéliser un peu la donnée qu'on a et on va mettre l'accent plutôt sur ce qui va sortir du cadre de la prévision, de l'évolution un peu usuelle de la donnée. Et là, c'est là où on va dire il y a une information, il y a une rupture par rapport à la rivière qui s'écoule, j'en sais rien. Et un peu une réflexion sur... enfin, en tout cas, quand l'information est là, qu'on a identifié de cette façon-là, bien la mettre en avant. Et après, bon, c'est pas forcément aussi autoritaire, mais quand je dis masquer une information, c'est plutôt se demander la pertinence de diffusion. J'en sais rien, par exemple, le nombre d'atteintes qu'on a enregistrées au jour le jour, est-ce que ça a du sens voilà, on peut ne pas vouloir le diffuser parce qu'on va mettre dans l'environnement des données qui sont plutôt plus du bruit qu'une information, et elles pourraient être réutilisées pour de mauvaises raisons. Voilà. Donc je vais rapidement, juste pour être moins abstrait, mettre en évidence 3 exemples de thématiques où il y a des questions qui se posent. La première, c'est quand il y a eu des violences sexuelles ou conjugales. Donc déjà, au jour d'aujourd'hui, on est encore dans une prise de conscience sociétale qui se fait progressivement. C'est si on enquête des personnes victimes de faits en lien, enfin, qui ressemblent beaucoup, on obtient un taux de dépôt de plainte qui est inférieur à 5% pour certaines atteintes, les violences sexuelles en particulier. Et ça va être, pour ce qui vient des données administratives, effectivement très sensible à cette évolution où les personnes vont plus facilement aller porter plainte et le faire de façon plus sereine. Un autre exemple, c'est l'usage et tout ce qui est lié aux stupéfiants. Donc là, on n'a pas d'observation de contrôle, entre guillemets. Là, la seule donnée qu'on a vient des sources administratives. Si vous avez des questions, on pourra y venir après. Et un dernier exemple, c'est... en tout cas, c'est des choses qu'on nous a souvent demandé, le lien entre la délinquance, entre guillemets, donc, parce que, comme je vous l'avais dit, c'est multidimensionnel. Et il y a aussi des difficultés qu'on essaye de pallier. Je laisse tout de suite la parole à Kevin. Merci Samuel. Bonjour à tous. Alors moi, pour prolonger l'exemple sur les données de délinquance, je vais vous parler plutôt de l'aspect territorial. Donc c'est une dimension quand même importante pour appréhender les phénomènes de délinquance. Voilà, des événements qui se passent dans le milieu rural, ça n'a pas du tout la même nature que ce qui se passe dans le milieu urbain. Et puis pour entamer cette discussion, je vais parler d'un produit de diffusion qu'a hérité le CCMSI à ses créations. C'est la diffusion de données de l'État de 4001. Donc c'est les données du ministère de l'Intérieur, nos indicateurs qui ont été créés dans les années 70, dont a parlé un petit peu Samuel, qui étaient diffusés mensuellement à l'échelle départementale et annuellement à l'échelle communale. C'est des données qui avaient certaines limites, notamment qu'elles n'étaient pas complètes pour certains indicateurs. Donc c'était sur les crimes et délits. Donc par exemple les destructions et dégradations, on est à cheval entre la contravention et le délit. Donc là c'était assez limitant pour faire certaines analyses. Et puis sur le côté territorial, tout était rattaché au lieu d'enregistrement. Donc une personne qui vivait par exemple dans la commune de Nantes et qui était en déplacement à Paris se faisait voler son téléphone portable et qui déposait plainte près de chez lui, et le vol de téléphone était rattaché à la commune de Nantes et au département de Loire-Atlantique, donc assez gênant pour faire des analyses territoriales. Du coup, voilà, le SCMSI a été quand même témoin de certaines réutilisations pas toujours très pertinentes et a dû assumer cette diffusion et du coup faire beaucoup de pédagogie sur tout ce qu'on ne pouvait pas faire avec cette base. Et depuis 2022, elle n'est plus diffusée, puisqu'il y a beaucoup de produits qui ont été fiabilisés et diffusés par le SCMSI, et en particulier une base départementale et communale de la délinquance enregistrée. Alors cette base, donc on a décidé, elle n'est pas été mise dans la nature comme ça, enfin elle n'est pas mise dans la nature tous les ans comme ça. Il y a une application de databilisation qui l'accompagne. Et là, il a été décidé de ne pas mettre
en avant des classements de communes ou des évolutions de 200-300% sur des volumes de 1 ou 2 infractions. Là, on a décidé d'orienter la lecture des données pour éviter justement des lectures non pertinentes. Et là, donc rapidement sur l'application, on arrive sur, là comme on le voit sur l'exemple, à des graphiques en taux, donc un nombre d'infractions rapportées, à un nombre de logements, à un nombre d'habitants. Et tout ça, c'est aussi en proposant des comparaisons pertinentes. Donc là, on a l'exemple de Saint-Nazaire, on va comparer la commune de Saint-Nazaire au taux national, au taux départemental, ou même type d'agglomération. Évidemment, c'est standardisé, et tout ce qui est analyse, comparaison plus fine, par exemple, on a envie de comparer Saint-Nazaire à Cherbourg, bon là, c'est l'utilisateur qui doit le faire lui-même. Et puis évidemment, dans l'application, il y a le premier objet qu'on voit à l'ouverture, c'est la carte. Donc là aussi, c'est un objet qui permet de bien orienter la lecture. Donc c'est des cartes de taux pour 1000 logements ou 1000 habitants. Et au CCMSI, il y a un grand point d'intention sur la construction des cartes. Donc pour beaucoup de sujets, on va suivre la règle de Sturges ou dire d'experts. On va considérer un nombre de classes qu'on considère on va dire joli, si je peux me permettre. Et ben là, on va plutôt tester, on va vérifier que la significativité d'appartenance des classes qui sont associées au département. Donc on va vérifier pour chacune des cartes qui sont diffusées qu'elles sont pertinentes, que si 2 départements sont opposés sur une carte, c'est qu'il y a une raison, c'est que le résultat il est robuste. Et on fait tout ça parce que finalement, on n'a pas tant que ça de volume, et du coup, on doit prendre soin de vérifier la solidité de ces objets. Puis évidemment, il y a une application de data visualisation, mais également une diffusion en open data. Donc là, le CCMSI pour les communes diffuse toutes les données, pour un indicateur donné diffuse une commune lorsque la commune enregistre 3 faits sur 3 années de suite ou aucune infraction. Donc au-delà de protéger le secret statistique, c'est aussi un seuil d'interprétabilité parce que on peut se dire que si une commune enregistre entre 0 et 5 infractions sur plusieurs années, il n'y a pas forcément de vrai signal et ça peut être dû à des problèmes d'enregistrement, à des imprécisions, une victime qui ne savait pas trop si c'était dans la commune A ou la commune B. Donc, ça nous permet, c'est vraiment un seuil d'interprétabilité. Et puis, on n'a pas laissé cette base seule dans la nature. Donc, le CCMSI a développé une démarche pour relier ces comptages communaux aux caractéristiques géo-éco-socio-démographiques des communes. Donc j'en ferai un peu de pub demain matin. L'objectif premier, c'est de contextualiser les données qui sont diffusées, et aussi de remplir la boîte à outils du CCMSI et de pouvoir réagir si besoin à des rapprochements fallacieux, parce que si on diffuse des données en open data, rien n'empêche de rapprocher des données du CCMSI avec n'importe quelle donnée communale et d'en faire un peu ce qu'on veut. Donc ça permet de pouvoir réagir. Alors évidemment, cette démarche de modélisation elle a été valorisée dans des différentes publications. La première chose sur laquelle on a fait attention, c'est d'accompagner les messages et d'insister sur le fait que ce ne sont que des corrélations qu'on met en avant. Là, forcément, il y a des messages de précaution qui sont bien mis en avant. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de la démarche, mais il y a un très grand nombre de variables qui sont testées, mais il y en a certaines qui sont sélectionnées par l'algorithme et qui sont potentiellement sujettes à polémique. Un exemple qui peut paraître assez délicat, c'est la démarche. De la démarche, on ressent un lien entre un nombre de vols violents sans armes par habitant et la part d'étrangers qui vit dans le bassin de vie de la commune. Alors là, on ne laisse pas abattre et on va expliquer on va pas expliquer. On va expliciter toutes les hypothèses de causalité qui peuvent expliquer l'existence de ce lien. Au-delà de dire que c'est juste une corrélation. Donc c'est les causalités directes, ou dans un sens ou dans l'autre,
ou une causalité due à une troisième variable inobservée. Donc, dans le cas des nombres de vols violents sans armes et de part d'étrangers, la causalité directe, on pourrait se dire que les étrangers ont une proportion plus forte à commettre des vols violents sans armes ou à en être victimes. Dans l'autre sens, donc les vols violents qui causent une part d'étrangers, ce seraient les nationaux qui auraient un comportement d'éviction vis-à-vis des communes touchées par les vols violents sans armes. Comportement qui ne serait pas suivi par les étrangers, faute d'informations ou faute de moyens. Et puis la troisième possibilité, c'est-à-dire une variable inobservée, ce serait les étrangers s'installent en suivant la structure de l'emploi qui serait liée aux vols violents sans armes. Donc beaucoup de précautions, beaucoup de pédagogie et dans ces différentes publications. Donc, parmi ces publications, la première date de 2023 et c'était dans le cadre d'une opération coordonnée avec l'INSEE. Une opération coordonnée, ça a donné lieu à 2 publications nationales en simultané avec 11 publications régionales. Et au tout début du projet, il y a eu des discussions avec les chefs de SED, il me semble. Savoir qu'est-ce qu'on publie. Est-ce qu'on publie sur tous les indicateurs du SSMSI? Est-ce qu'on publie sur un indicateur en particulier, lequel? Et puis on est ressorti qu'on allait choisir plutôt les cambriolages de logements, qui apparaissaient moins sensibles, plus faciles à aborder pour une première pour l'INSEE, plutôt que d'aller directement sur des violences sexuelles ou des violences conjugales qui sont peut-être un peu plus difficiles des concepts plus difficiles à utiliser. Même dans la communication, plus difficile à communiquer. Donc pour cette opération coordonnée, le SSMSI s'est impliqué tout au long de l'opération par l'accompagnement du groupe de travail qui ont constitué par les régions pilotes. Toutes les publications ont été suivies, relues plusieurs fois, validées plusieurs fois. Donc le SSMSI a accompagné les auteurs jusqu'à la publication. Là, c'était surtout que le champ lexical était respecté, que les concepts étaient bien traités, bien présentés. Et puis le SSMSI a également proposé un accompagnement de la hiérarchie des SED, un accompagnement dans leur communication. Donc tout ça, ça a permis, c'était un gros travail, mais ça a permis une certaine homogénéité entre les publications du SSMSI et de l'INSEE. Ça a permis aussi de soutenir la crédibilité du SSM, qui était tout nouveau, parce qu'un institut comme l'INSEE qui se cale sur la manière de traiter ce sujet, ça a plutôt joué en sa faveur. Et puis, la reprise des médias n'a pu être que meilleure. On n'a pas forcément d'indicateur, mais en tout cas, on n'a pas eu de SED en région qui nous ont dit on a eu des reprises régionales catastrophiques. Donc voilà, ça va plutôt dans le bon sens. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'exemple de l'indélinquance. Je pense qu'on pourrait en parler longtemps. On peut peut-être continuer après via des questions. C'est bon, vous m'entendez? Donc, je vais pouvoir me rasseoir. Merci pour ces différents éclairages. On peut prendre un petit temps pour des questions ou commentaires, soit en salle avec des micros qui vont circuler, soit depuis le Zoom. Et donc, comme j'ai les projecteurs dans les yeux, j'ai du mal à voir s'il y a des bras qui se lèvent. Je ne vois pas. Ah,
Merci de poser la première question et merci de vous présenter. Oui, bonjour, Stanislas Pelkat de l'OFDT. Tout d'abord, merci pour cet état de vos réflexions et sur cette question. C'est vrai que nous, on travaille souvent à la fois sur des populations sensibles, des thématiques sensibles et souvent les deux à la fois. Mais il y a une dimension que je voudrais interroger, et j'aimerais, si vous avez des exemples, c'est le souci par rapport à ces questions sensibles du retour sur le répondant. C'est-à-dire que le fait de ne pas pouvoir, suite à une information, une analyse des données, revenir vers le répondant, et que sur ce point-là, ça aurait été considéré comme un objectif supérieur au fait de fournir une connaissance par ailleurs essentielle. Un exemple, c'est les violences sexuelles des mineurs. C'est une question aujourd'hui récurrente en termes pour objectiver, mieux comprendre. Et on sent bien, en tout cas, il me semble qu'on bloque, et ça l'emporte pour l'instant sur l'intérêt qu'il pourrait y avoir à mener ces recherches, sur l'impossibilité, si on respecte le cadre, de revenir sur le répondant. Alors, est-ce que vous avez eu des exemples où vous vous êtes interdit des questions parce que justement, vous avez considéré que de ne pas pouvoir revenir sur le répondant, vous vous êtes interdit une question, ou est-ce que vous avez des exemples où vous avez réussi d'une certaine manière à passer cette difficulté, voire ce paradoxe par rapport aux enjeux? Merci. Ouais, s'interdire et tout, ça je sais pas, j'ai pas assez de recul, on va dire, parce que ça fait 1 an et demi que je travaille à l'INED, mais juste pour dire ici, la présentation que j'ai faite, c'était que sur des enquêtes quantitatives, mais souvent, en fait, nos enquêtes sont suivies par des enquêtes qualitatives. Donc là, on est sur des entretiens de plutôt 2 heures et tout ça, semi-directifs, qui nous permettent peut-être ce que vous appelez, c'est pas un retour au répondant, mais c'est de creuser quelque chose où la personne peut se raconter, en fait. Donc on est là-dessus. Après, est-ce qu'on s'est interdit des questions pendant les tests, des enquêtes quantitatives? Il y a effectivement des thématiques qu'on ne va pas nécessairement demander parce qu'on sait que ça va mettre en danger ou émotionnellement faire ressortir des choses vis-à-vis des personnes, et qu'on est toujours sur des temps contraints d'enquête et que on ne va pas laisser une personne pleurer en disant « Désolé, j'ai fait mes 60 minutes et je m'en vais ». Mais il y a du qualitatif après. Ouais. Merci. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui, tout en haut. Oui, Sophie Perrin, Université Lumière Lyon 2. Je me posais une question par rapport, en fait, effectivement, là, on parle surtout du cadre des enquêtes quantitatives. Et il m'a été donné d'effectuer une recherche en anthropologie entre 2008 et 2010 en France sur un sujet qui nécessitait de collecter des faits très sensibles, puisque c'était sur les violences sexuelles incestueuses et leur impact sur le parcours de vie des personnes. Ce qui me frappe, c'est qu'entre le Canada et la France, au niveau enquête quantitative, finalement, on a des cadres légaux qui sont définis et qui existent, alors qu'au niveau enquête qualitative, moi, à l'époque, je n'avais aucun cadre autre que les coutumes du métier d'anthropologue ou de sociologue, alors que dans le même temps, au Canada, nous savions qu'il y avait des comités d'éthique pour la moindre enquête qualitative faite par des anthropologues, etc. C'est-à-dire une disparité de situation qui était énorme, alors qu'au niveau quantitatif, c'est beaucoup plus cadré, un peu de partout, à peu près pareil. Et ça débouche sur ma question qui est à la destination de la personne de l'INED, puisque vous, effectivement, vous faites beaucoup d'enquêtes mixtes. Quel est aujourd'hui, lors des entretiens qualitatifs que vous menez, le cadre dans lequel vous évoluez et comment vous, sur ces collectes sensibles de données qualitatives?
Je vais être honnête, là je ne sais pas répondre, j'ai pas assez de recul. Donc soit il y a des gens de l'INED dans la salle et qui savent répondre et qui veulent prendre le micro, ou sinon je me renseigne et vous me laissez vos coordonnées et je reviendrai vers vous plutôt que vous dire des bêtises en fait. Alors une question au fond. Bonjour, Pascal Breuil de l'INSEE. Donc déjà, merci beaucoup pour toutes vos présentations. Moi, il y a un point auquel j'ai été sensible, c'est ce que j'appellerais la co-construction avec les personnes qu'on va enquêter. J'ai été sensible justement à ce qui a été dit là pour l'INED sur les études exploratoires, sur comment utiliser des formulations qui puissent parler aux personnes et qui puissent être acceptables pour elles. Donc j'aurais aimé en savoir plus et savoir aussi, côté notamment du Canada, comment est-ce qu'on peut associer des personnes qui sont des vrais enquêtés très en amont, puisque là, on n'est même pas au niveau du test de formulation qui sont déjà conçus par des chercheurs, mais vraiment sur l'élaboration du questionnaire. Merci. On va peut-être demander à Eric s'il peut apporter des premiers éléments de réponse et ensuite Alban pourrait compléter si nécessaire. Eric, tu es toujours en ligne ? De recherche en conception de questionnaires. Et avant même de faire des enquêtes pilotes, on élabore les questions et il y a des tests qui sont faits sur dans des groupes de discussion, sur des cohortes. Et ça mène à différentes options pour la conception et pour le questionnaire. Et avant même de faire ça, il va y avoir eu le cadre de nécessité, proportionnalité qui va avoir été appliqué, où on se pose la question sur la sensibilité, sur l'éthique. Je vais peut-être ajouter sur ce que j'ai dit plus tôt. On a fait une étude il y a quelques années sur comment aborder les sujets sensibles. On a regardé une variété de sujets. On a fait des groupes de discussion, certains où on posait des questions directes et d'autres où on informait d'abord sur les utilisations, les buts et l'importance de recueillir cette information-là. Et par la suite, on posait les mêmes questions qu'à l'autre groupe. Et c'est un peu attendu, mais c'est fascinant de voir que les gens bien informés sur la nécessité ont des taux et une volonté de répondre qui est beaucoup plus grande que ceux qui sont moins bien informés. Donc, tenant compte de ça et des sujets sensibles, ça informe l'exercice de conception de questionnaire dans nos groupes de discussion pour essayer de trouver comment formuler nos questions de façon à maximiser la participation. Merci Eric. Alban, tu souhaites compléter ? Donc, il y avait encore une question au fond de la salle. Après, on prendra peut-être une ou deux questions en Zoom s'il y en a. Et après, je pense qu'il faudra rendre l'antenne. Bonjour, donc Corentin Duval, SSM Défense, et j'avais une question pour le SSM SI. Est-ce que vous subissez des pressions politiques et si oui, comment vous faites pour gérer les pressions politiques que vous pouvez avoir ? Et voilà. Vous entendez quoi par pression politique peut-être pour un exemple? Non, enfin en tout cas, nous, dans notre contexte, ce que je peux juste dire, c'est on nous demande très très souvent des chiffres et le fait de poser une question peut être vu comme quelque chose où au-delà d'apporter un chiffre, on va apporter aussi une bonne définition par rapport à ce qu'on a compris de la question, orientée quoi. Mais donc peut-être moi ce que je vois dans mon quotidien personnel, c'est plus le flux tendu de questions qu'on va nous poser parce que c'est des sujets sur lesquels il y a énormément de réactivité, il y a beaucoup d'acteurs et un vrai besoin de données. Après, on est quand même, enfin, à mon niveau, on est épargné de ça, mais peut-être c'est la chef de service qui serait la mieux placée. Donc c'est plus des manifestations d'intérêt très pressantes, mais ce n'est pas des pressions. Est-ce qu'il y a des questions en Zoom ? Une ?
Oui, on a une question en Zoom pour Alban de l'INED. Est-ce que vous avez été amené à modifier votre protocole ou la diffusion de données en fonction de retours d'enquêtés que vous avez eus sur le terrain? Oui, j'ai envie de dire c'est tout le temps et c'est l'intérêt justement de faire ces phases exploratoires pour coller au mieux au terrain, et c'est pas le jour qu'on est face à l'enquête où on a déjà mis énormément de millions dedans avec les enquêteurs de se dire ah bah ça fonctionne pas. Donc oui, j'ai pas un exemple là qui me vient spontanément, mais oui ça nous arrive très 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 fréquemment. Merci, et je pense qu'il faut qu'on conclue cette session. Moi, ce que j'en retiens très rapidement, c'est la très grande diversité de la sensibilité des données, de la façon d'apprécier la sensibilité des données, la très grande diversité des thèmes sur lesquels s'exerce cette sensibilité, et la très grande capacité des institutions à trouver les protocoles de collecte, à trouver les modalités de diffusion, à trouver les modalités de protection de ces données. Un point qui est extrêmement important également, c'est celui de la transparence. On en a pas mal parlé. C'est important d'être très transparent sur la façon dont on va collecter, utiliser, protéger ces données. La transparence, c'est aussi l'open data dont on a parlé en termes de diffusion, qui permet aussi de s'approprier les données. Et puis une notion qui est importante, qu'on a à travers la transparence, qu'on a à travers les échanges avec les personnes enquêtées, c'est la notion de confiance. Confiance pour confier de l'information sensible, confiance dans le fait que l'institution va les protéger, et confiance dans les chiffres qui sont transmis, cet effort de mise en perspective du chiffre et de prévention des mauvaises utilisations. Après, les utilisateurs, s'ils veulent être de mauvaise foi, on ne peut pas les en empêcher, mais c'est extrêmement important de travailler sur des mesures qui visent à instaurer la confiance dans les données qui sont diffusées. Voilà, on est très loin d'avoir épuisé le sujet, évidemment. Je pense qu'il y a pas mal de terrains de réflexion, de partage d'expériences qui vont pouvoir se prolonger, et peut-être pour les prochaines JMS ou sans attendre d'autres expériences et d'autres possibilités d'échanger sur ces sujets. En tout cas, un grand merci.